dit que l'histoire est gravée dans la pierre, mais certaines pierres, il semble murmurer des mystères qui défitent nos manuels scolaires. Disséminés à travers les civilisations anciennes, on trouve des artefacts qui ne devraient déjà pas exister, du moins pas sans l'aide de la technologie moderne. Des surfaces sculptées si parfaitement lisses qu'elles reflètent la lumière comme du verre, des joints alignés avec une précision plus fine qu'un cheveu humain et des métaux présentant des motifs microscopiques rivalisant avec ceux des laboratoires high-tech d'aujourd'hui. C'est comme si les artisans d'il y a des milliers d'années travaillaient à l'échelle atomique. Si cela est vrai, cela nous oblige à repenser tout ce que nous croyons savoir sur notre passé. La perfection est rarement un mot associé aux objets artisanaux. Même à l'ère des lasers et des outils guidés par ordinateur, la précision a ses limites. Chaque bord présente de minuscules imperfections, chaque surface porte les marques de l'outil de son fabricant. Pourtant, parmi les monuments et les reliques les plus anciens, il existe des exceptions étonnantes qui enfreignent ces règles. Imaginez un bloc de granit pesant plusieurs tonnes, extrait à l'aide d'outils de l'âge du bronze, mais poli de manière si parfaite que les instruments modernes détectent des écarts inférieurs à 1 mm sur toute sa longueur. Ou encore, un ancien ornement en or martelé avec une telle précision que, sous un microscope électronique, son motif microscopique semble provenir d'un procédé de fabrication atomique avancé et non de mains humaines. Comment est-ce possible ? Pour comprendre l'ampleur de cette énigme, il faut reconnaître à quel point ces matériaux sont difficiles à façonner. Le granit, par exemple, occupe une place élevée sur l'échelle de dureté de Mohs, bien plus dur que les outils en cuivre ou en bronze qui auraient été utilisés pour le sculpter. Même les outils en fer auraient du mal à créer les finitions semblables à du verre que l'on trouve dans les temples d'Égypte, du Pérou et d'Inde, mais ces surfaces existent bel et bien. L'archéologie traditionnelle attribue souvent ce résultat à un travail patient, à des outils simples mais ingénieux et à l'utilisation de sable comme abrasif. Mais lorsque des ingénieurs, des tailleurs de pierre et des scientifiques étudient ces artefacts, beaucoup restent sceptiques. Prenons l'exemple des trous parfaitement percés dans la pierre dure sur des sites comme Abousir et Gizeh. Les machinistes modernes qui examinent ces trous trouvent des marques d'outils en spirale suggérant des vitesses de perçage et des vitesses d'avance bien supérieures à ce que les outils manuels anciens pouvaient atteindre. Certains trous semblent avoir été percés dans le granit d'un seul mouvement ininterrompu, sans les vibrations ou l'usure inégale que l'on attendrait d'un perçage manuel. Il y a ensuite la métallurgie. L'acier de Damas, réputé pour sa durabilité et sa beauté, était autrefois considéré comme le summum de l'artisanat médiéval. Pourtant, une analyse microscopique révèle la présence de nanophiles et de nanotubes de carbone incrustés dans le métal, des caractéristiques que nous ne pouvons reproduire que dans les laboratoires actuels. Ces structures apparaissent dans des lames forgées il y a plus de 1000 ans par des forgerons qui n'avaient aucune connaissance de la science atomique. En zoomant davantage, certains alliages anciens présentent des motifs de grains et des distributions d'impuretés si uniformes qu'il semble que le métal ait été manipulé à l'échelle atomique, sans signe de fusion ou de martelage répété. Nous voyons des preuves de processus bien au-delà de ce que nous pouvons reproduire sans la technologie moderne. Ce mystère s'épaissit car ces exemples ne sont pas des anomalies isolées, ils apparaissent de manière répétée dans des cultures éloignées qui n'auraient dû avoir aucun contact entre elles. Les mégalithes de Pumapunku en Bolivie, la maçonnerie en pierre de taille de Cusco et le grès taillé avec précision de Saqqara présentent tous des caractéristiques techniques qui dépassent les capacités reconnues de leur époque. Certains sites révèlent non seulement une grande précision, mais aussi des techniques qui nous sont inconnues. Des pierres fusionnées comme par une chaleur extrême, des surfaces polies sans abrasif, des joints si serrés que même les ingénieurs modernes ont du mal à les reproduire sans conception numérique. Les blocs s'emboîtent
comme des pièces de puzzle, sans mortier, ce qui indique que les constructeurs n'étaient pas de simples artisans, mais des ingénieurs ayant une compréhension avancée des matériaux. Peut-être bien au-delà de ce que nous imaginons. Si ces réalisations n'étaient pas des exceptions heureuses, mais des modèles récurrents, nous devons envisager une conclusion surprenante. Soit nos ancêtres possédèrent des connaissances que nous ne comprenons pas, soit quelqu'un ou quelque chose leur a enseigné. Cela ouvre la porte à un passé qui refuse de s'inscrire parfaitement dans les livres d'histoire. Un passé où les capacités humaines ont peut-être atteint, voire dépassé, des limites que nous avons aujourd'hui du mal à comprendre. Nous allons maintenant explorer une étude de cas frappante, un artefact ancien dont les secrets microscopiques remettent en question l'idée même de progrès. En 1851, au cœur des champs aurifères d'Afrique du Sud, les mineurs de la région du Transvaal ont commencé à découvrir quelque chose d'étrange. Alors qu'ils cherchaient de l'or, des diamants et du platine, ils ont trouvé de petites sphères métalliques parfaitement formées, des curiosités qui allaient bientôt remettre en question l'histoire conventionnelle. Au départ, seules quelques-unes de ces sphères ont été découvertes, mais rapidement, des dizaines, puis des centaines ont commencé à faire surface. Leur taille variait de celle de grosses billes à celle de billes légèrement plus petites, et la plupart présentaient un détail extraordinaire. 3 rainures parfaitement parallèles, encerclant leur équateur, ressemblant aux marques précises laissées par un tour sur les roulements à billes modernes fabriqués à la machine. Tenir l'une de ces sphères dans la main, c'est saisir un poids impossible. Les rainures sont beaucoup trop précises, trop uniformes, pour être le résultat d'une usure ou d'une érosion naturelle. Les géologues ont été complètement déconcertés par la découverte d'objets parfaitement sphériques, enfouis profondément dans des couches rocheuses solides datant de plus de 2 milliards d'années. Ces minuscules sphères ne présentaient aucun signe de formation géologique naturelle telles que des fractures, des altérations ou des déformations. Elles ne présentaient pas non plus les marques généralement associées aux concrétions ou nodules minéraux naturels qui se forment souvent par des processus chimiques lents. Au contraire, les sphères portaient les signes indubitables d'une fabrication délibérée, surface lisse, symétrie précise et distribution uniforme des tailles, suggérant une origine artificielle. Cette combinaison déconcertante de précision industrielle, apparente et d'âge géologique extrême a provoqué une onde de choc dans la communauté scientifique. Pour comprendre pourquoi cette découverte est si énigmatique, il est essentiel de saisir la chronologie de la vie et de l'activité humaine sur Terre. Il y a 2 milliards d'années, pendant l'ère paléoprotérozoïque, la Terre était un endroit très différent. La vie multicellulaire complexe n'était pas encore apparue. La planète était dominée par des organismes microscopiques unicellulaires tels que les bactéries et les archées, qui prospéraient dans les océans et les mers peu profondes. Il n'y avait ni plantes, ni animaux, ni humains, rien qui soit capable de façonner ou de manipuler des matériaux à l'aide d'outils ou de technologies. L'oxygénation de l'atmosphère venait tout juste de commencer. Un processus souvent appelé « grand événement d'oxygénation » qui allait finalement ouvrir la voie à des formes de vie plus complexes, mais qui étaient loin d'être achevées à cette époque. En revanche, les sphères elles-mêmes semblaient avoir été produites dans un atelier d'usinage moderne ou une usine de fabrication de pointe. Leur forme correspondait à celle de billes métalliques ou céramiques fabriquées industriellement, des composants largement utilisés aujourd'hui dans diverses technologies, des roulements à billes dans les machines aux instruments de précision, dans l'aérospatiale et l'électronique. L'idée que de tels objets aient pu être formés il y a 2 milliards d'années, bien avant l'émergence de toute civilisation connue, remettait profondément en question les connaissances scientifiques conventionnelles. Le fait que les sphères soient enfouies dans les couches rocheuses suggère qu'elles ont été physiquement incorporées dans la croûte terrestre au moment de la formation de la roche ou peu après. Compte tenu de l'âge estimé de la roche, cela implique que les sphères ont été préservées, intactes, pendant une période de temps presque incompréhensible.
En général, les matériaux géologiques subissent des transformations importantes au cours de millions d'années par le biais de processus tels que l'érosion, le métamorphisme et la tectonique des plaques. Pourtant, ces sphères sont restées intactes, leur précision préservée comme si elles avaient été figées dans le temps. Les scientifiques ont proposé plusieurs hypothèses pour expliquer cette anomalie. Une possibilité était que les sphères soient des formations géologiques naturelles dont le processus exact de formation est actuellement inconnu ou mal compris. Certains minéraux peuvent se cristalliser selon des motifs très réguliers et certaines réactions géochimiques peuvent produire des formes ressemblant à des objets manufacturés. Une autre hypothèse suggère qu'elles pourraient être d'origine extraterrestre, des micrométéorites ou des débris spatiaux tombés sur Terre et enfouis dans les sédiments avant d'être lithifiés en roche. Cependant, ces deux explications présentent des faiblesses importantes. L'hypothèse de la formation naturelle peine à expliquer le degré élevé d'uniformité et de lissage des sphères, qui dépasse ce que l'on pourrait attendre d'une croissance minérale aléatoire. La théorie extraterrestre soulève des questions sur la manière dont de tels objets auraient pu survivre à leur entrée dans l'atmosphère et aux processus géologiques qui ont suivi sans subir de modifications significatives. Des théories plus spéculatives s'aventurent dans le domaine des technologies anciennes, perdues ou inconnues, voire de l'intervention d'une intelligence non humaine. Mais ces idées restent en dehors du consensus scientifique dominant en raison du manque de preuves concrètes. En fin de compte, ces sphères représentent un mystère fascinant à la croisée de la géologie, de l'archéologie et de la science des matériaux. Elles nous obligent à nous confronter à des questions fondamentales sur l'histoire de la Terre et les origines de la technologie. S'agit-il des vestiges d'un processus naturel encore incompris, d'une trace de visiteurs extraterrestres ou de la preuve de civilisation ou de technologie perdue antérieure à l'histoire écrite? Les réponses restent insaisissables et les recherches en cours tentent de percer ce mystère extraordinaire enfoui profondément dans les archives rocheuses, nous rappelant à quel point le passé ancien de notre planète reste caché et inexploré. Les sceptiques ont rapidement proposé des explications. Beaucoup ont affirmé que les sphères étaient des concrétions naturelles, des formations minérales façonnées par des processus géologiques qui ressemblent par hasard à des objets manufacturés. Mais cette théorie pose un problème majeur. Les concrétions naturelles ne se forment pas avec une symétrie aussi parfaite, ni ne produisent des rainures parallèles régulièrement espacées. La précision géométrique de ces sphères rivalise avec celle que nos ingénieurs modernes auraient du mal à reproduire sans outils spécialisés. Les tests ont révélé quelque chose d'encore plus étrange. Les sphères sont composées d'un alliage de nickel et d'acier qui n'est pas originaire de la région, un alliage à la fois extrêmement pur et remarquablement dur, dont la dureté est proche de celle de l'acier trempé. Et n'oubliez pas que ces sphères auraient été reposées intactes dans la roche ancienne pendant des milliards d'années. Si elles sont d'origine humaine, cela nous oblige à envisager deux possibilités tout aussi stupéfiantes. Premièrement, que des humains, ou des êtres semblables à des humains, les ont fabriqués il y a si longtemps qu'il n'en reste aucune trace dans les archives fossiles, ce qui nécessiterait une réécriture complète de notre chronologie évolutive. Ou deuxièmement, qu'elles ont été créées par quelque chose d'entièrement différent. À la fin du XXe siècle, ces objets, baptisés sphères de Klerksdorp, sont devenus un sujet de débat. Les musées ont souvent refusé de les exposer, les qualifiant d'anomalies qu'il valait mieux laisser inexpliquées. Les revues scientifiques les ont pour la plupart ignorées. Une poignée de chercheurs ont examiné les sphères et ont admis à contre-cœur qu'ils n'avaient pas d'explication satisfaisante. Les sphères restent donc dans une curieuse zone d'ombre, trop étrange pour être rejetée, trop controversée pour être acceptée. Mais les sphères de Klerksdorp ne sont qu'un début.
en examinant de plus près les anomalies anciennes, on trouve des énigmes similaires dans le monde entier. En Colombie, des artefacts précolombiens en or ressemblent à des avions modernes, avec des ailes et des ailerons. En Inde, des instruments chirurgicaux vieux de 2000 ans présentent une ressemblance frappante avec les instruments modernes en acier inoxydable. Et au Japon, une rose des vents en pierre sur une île isolée s'aligne avec précision sur les points cardinaux, ce qui suggère des compétences avancées en matière d'arpentage. Pourtant, ces découvertes sont souvent considérées comme des coïncidences, des interprétations erronées ou de simples hasards. Mais le hasard n'est pas si facile à accepter lorsque les mêmes schémas se répètent à travers les millénaires et les continents. À ce stade, nous devons nous demander, s'agit-il vraiment d'un hasard ou de l'ombre persistante d'un savoir oublié ? Dans le cas des sphères de Klerksdorp, cette ombre est particulièrement profonde. Accepter leur nature artificielle signifie accepter quelque chose d'encore plus profond. Elles ont été fabriquées non seulement avant l'histoire écrite, mais avant même que la Terre ne prenne sa forme actuelle. Et cela change tout. Passer d'une petite sphère métallique qui tient facilement dans la paume de votre main à un énorme bloc de pierre si lourd que même les grues actuelles auraient du mal à le soulever. Au cœur du plateau désertique égyptien, loin des regards indiscrets des touristes, se trouve une merveille inachevée, l'obélisque d'Assouan. S'il avait été achevé, il aurait été la plus grande pierre jamais extraite par la main de l'homme, près de 42 mètres de long et un poids estimé à environ 1200 tonnes. Pour mettre cela en perspective, cela correspond à peu près au poids de 2 Boeing 747 entièrement chargés, sculptés dans un seul bloc de granit. Mais sa véritable merveille ne réside pas seulement dans sa taille immense. Le granit est réputé pour être difficile à façonner, même avec des équipements modernes. Les scies à pointe diamantée et les foreuses hydrauliques exigent des compétences, de la patience et une précision exceptionnelle. Pourtant, ici, dans le socle rocheux d'Assouan, on observe des découpes d'une régularité et d'une finesse remarquables, presque semblables à celles réalisées à la machine. Les marques de creusage sont si uniformes en termes de profondeur et de courbure que les ingénieurs les comparent au passage effectué par des meuleuses rotatives motorisées. Les égyptologues traditionnels affirment que les ouvriers de l'Antiquité utilisaient des pierres à marteler en diorite, une roche légèrement plus dure, pour tailler le granit. Selon cette théorie, les ouvriers restaient debout pendant des heures, à marteler le granit avec des marteaux à main jusqu'à ce qu'il s'effrite lentement. Mais quiconque a déjà essayé de casser du granit avec une pierre sait à quel point ce processus est douloureusement lent. Il faut des minutes pour tailler un fragment, des jours pour créer une empreinte significative. Pourtant, à la carrière d'Assouan, des canaux entiers sont creusés avec des mouvements fluides et amples, comme si un forêt de la taille d'une personne avait été soigneusement guidé à la surface. Plus intriguant encore, ces marques d'outils ressemblent étroitement à celles trouvées sur d'autres sites anciens à travers le monde, comme Pumapunku en Bolivie et les structures mégalithiques de Baalbek au Liban. Des continents différents, des cultures différentes, mais le même style de rainure, profonde et parallèle, et une précision impossible. Cela soulève une question que l'égyptologie évite souvent. Les anciens Égyptiens ont-ils hérité de techniques plutôt que de les avoir inventées ? Ont-ils eu accès à des machines ou à des méthodes aujourd'hui perdues dans l'histoire ? Si l'obélisque d'Assouan avait été achevé et transporté, ce qui aurait été un exploit monumental en soi, il serait plus haut que de nombreux bâtiments modernes du Caire. Pourtant, il ne reste aucune trace des rampes ou des infrastructures massives qui auraient été nécessaires pour déplacer un objet aussi colossal. C'est comme si la technologie avait disparu du jour au lendemain. Certains chercheurs émettent l'hypothèse qu'une catastrophe soudaine, naturelle ou d'origine humaine, aurait anéanti une civilisation antérieure
possédant des connaissances bien plus avancées que nous ne le pensons. Il ne s'agit pas là d'une simple spéculation. Les temples égyptiens comportent des hiéroglyphes représentant ce qui semble être des dispositifs sophistiqués. Une ampoule électrique dans le temple de Dendera, des schémas à Abydos et des alignements astronomiques rivalisant avec la précision des observatoires modernes. Pendant ce temps, l'obélisque reste figé dans le temps, à moitié sculpté et abandonné en cours de route, comme si les ouvriers avaient tout simplement disparu. Il se dresse sous le soleil brûlant du désert comme un moment figé dans un documentaire ancien que nous n'étions pas censés voir. Les tentatives modernes de reproduire les coupes de la carrière d'Assouan à l'aide de marteaux en diorite échouent. Elles laissent des marques irrégulières et incohérentes qui n'ont rien à voir avec les rainures lises et parallèles que l'on trouve sur place. Cela nous laisse deux possibilités troublantes. Soit notre datation de la carrière est erronée et les marques ont été faites plus tard avec des outils avancés, soit, ce qui est plus inquiétant, les marques ont été faites plus tôt à l'aide d'une technologie perdue. Quoi qu'il en soit, l'obélisque inachevé n'est pas seulement un monument à l'ambition, c'est un monument à un mystère qui laisse entrevoir un savoir mondial partagé bien avant le début de l'histoire écrite. En quittant l'Égypte et en traversant la Méditerranée, nous arrivons à un autre site antique déroutant, submergé sous la mer. Ici, d'énormes blocs de pierre gisent parfaitement disposés sous l'eau depuis des milliers d'années, leur existence remettant en question les origines mêmes de la civilisation. Imaginez-vous en train de plonger au large des côtes japonaises, la lumière du soleil filtrant à travers une eau cristalline, illuminant un fond marin accidenté. Soudain, les formes naturelles cèdent la place à des arêtes vives, des lignes droites, des terrasses et des escaliers. Toute une ville de pierre sommeille sous les vagues. Il s'agit de Yonaguni, près des îles Ryukyu au Japon. Pour l'observateur occasionnel, cela peut ressembler à une étrange formation rocheuse, mais les plongeurs et les chercheurs qui l'étudient depuis des décennies y voient quelque chose de bien plus extraordinaire. Un motif géométrique défiant l'érosion naturelle. D'immenses plateformes s'élèvent du fond marin comme les fondations en gradins d'anciens temples. De longues passerelles plates s'étendent, se terminant par des parois verticales abruptes de plus de 9 mètres de haut. Des escaliers aux marches parfaitement régulières montent vers ce qui semble être une plateforme cérémonielle, entourée de bassins rectangulaires et d'une place plate, rappelant étrangement l'urbanisme antique. L'explication donnée par certains, selon laquelle ces formations sont simplement des blocs de grès fracturés le long de joints horizontaux et verticaux naturels, puis sculptés par l'érosion en angle net, pose des problèmes importants. Ces formes sont plus que géométriques, elles sont architecturales. Des angles droits se connectent, de manière homogène, à des terrasses avec des virages parfaits à 90 degrés. D'énormes blocs de pierre semblent avoir été délibérément séparés de la roche-mère, comme s'ils avaient été extraits intentionnellement. Certains couloirs s'alignent avec des points astronomiques précis, tout comme les sites mégalithiques situés au-dessus du niveau de la mer. Le géologue marin Masaki Kimura, qui a consacré des années à l'étude du site submergé de Yonaguni au large du Japon, affirme qu'il date d'au moins 10 000 ans. Cette date le place bien avant les débuts connus de la civilisation japonaise. Si Kimura a raison, Yonaguni précède les pyramides égyptiennes de plusieurs millénaires et aurait été construit à une époque où les humains étaient encore considérés comme de petits groupes dispersés disposant d'une technologie primitive. Ce qui rend le mystère encore plus profond, c'est le contexte de la dernière période glaciaire, il y a environ 12 000 ans. À cette époque, le niveau de la mer était inférieur de plus de 90 mètres à celui d'aujourd'hui, exposant de vastes étendues de fonds marins aujourd'hui submergés sous forme de terres sèches et fertiles, où les premiers humains auraient pu s'installer. À mesure que la glace fondait et que le niveau des océans montait, des civilisations côtières entières ont peut-être été englouties par la mer, ne laissant apparaître que les structures les plus hautes,
tels des vestiges fantomatiques d'un passé oublié. Cette théorie des civilisations englouties n'est pas propre à Yonaguni. Des ruines sous-marines similaires ont été découvertes dans le golfe de Cambay, en Inde, où des scans sonars ont révélé des formations rectangulaires et des blocs de pierre. Sous la Méditerranée, des structures submergées au large de Malte ressemblent étrangement aux anciens temples mégalithiques de l'île, gisant à environ 18 mètres sous l'eau. Au large de la côte ouest de Cuba, la cartographie sonar a permis de découvrir des formations rocheuses symétriques à 800 mètres sous la surface, dans une zone qui aurait été une terre ferme il y a plus de 10 000 ans. Si Yonaguni est effectivement artificiel, il pourrait s'inscrire dans un schéma mondial. Ces preuves suggèrent que l'architecture en pierre à grande échelle existait bien avant l'émergence traditionnellement acceptée de la civilisation en Mésopotamie. Cela nécessiterait de réécrire non seulement un chapitre, mais les toutes premières pages de l'histoire de l'humanité. Les sceptiques affirment que tout cela est le fruit de la pareidolie, cette tendance de notre cerveau à voir des motifs significatifs dans des formes aléatoires. Ils citent d'autres formations rocheuses, côtières au bord droit ou aux caractéristiques en gradins, formées naturellement par l'érosion, les courants et la nature friable du grès. Selon eux, l'apparence de Yonaguni pourrait être une coïncidence extraordinaire créée par les forces naturelles au cours de milliers d'années. Mais la capacité étrange de la nature à imiter les créations humaines dans les moindres détails est troublante. Par exemple, à Yonaguni, il y a une grande dalle de pierre verticale ressemblant à un monolithe, délibérément positionnée pour faire face à une direction spécifique, presque comme un repère pour une entrée. Une autre zone contient des rainures parallèles, espacées de manière régulière, suggérant une sculpture intentionnelle. Plus on examine le site de près, plus il devient difficile d'écarter ces anomalies. Certaines marches sont trop uniformes pour être le fruit du hasard de l'érosion, et de nombreuses hauteurs de plateformes correspondent à des proportions architecturales sacrées liées à l'astronomie ou aux mathématiques. Cela est loin de ce que l'on attendrait d'une roche fracturée. À proximité, sur la terre ferme, la tablette de pierre de Janagoni porte des pétroglyphes qui, selon certains chercheurs, relient le site submergé aux cultures anciennes de la région. Si cette ville sous-marine se trouvait autrefois au-dessus du niveau de la mer, ses constructeurs pourraient être les mêmes que ceux qui ont créé ces sculptures, ce qui constituerait un lien culturel direct s'étendant sur des milliers d'années. La question du moment est aussi provocante que celle du comment. Si Yonaguni a coulé en raison de l'élévation du niveau de la mer après la période glaciaire, sa construction précède de plusieurs milliers d'années toutes les civilisations officiellement reconnues. Cela repousse les origines de l'architecture complexe et peut-être même de la société organisée, loin dans la préhistoire. Si Yonaguni faisait partie d'un réseau plus vaste de colonies côtières, la montée des eaux pourrait avoir effacé tout un chapitre de l'histoire humaine. Des villes entières, des routes commerciales et des avancées culturelles pourraient être cachées sur les plateaux continentaux du monde entier, attendant que l'exploration des profondeurs marines les dévoile. Il ne s'agit pas seulement d'archéologie spéculative, mais d'un rappel brutal de la fragilité de la civilisation. Un changement climatique, un événement géologique et des cultures entières peuvent disparaître sans laisser de traces. Si cela s'est produit une fois, cela pourrait se reproduire. Ainsi, Yonaguni reste un puzzle sculpté dans la pierre sous les vagues. Était-ce l'œuvre d'une civilisation ancienne dont les connaissances ont été englouties par l'océan, ou simplement une remarquable coïncidence géologique? La mer garde jalousement ses secrets, érodant lentement le site, adoucissant les contours et effaçant les indices. Le temps presse pour découvrir la vérité avant qu'elle ne s'efface complètement. Mais Yonaguni n'est pas un cas isolé. Si nous traversons le vaste Pacifique vers l'ouest jusqu'aux Andes, nous rencontrons une autre énigme.
Perché sur les plaines de Bolivie se trouve un site où les pierres s'emboîtent si parfaitement qu'il est impossible d'y glisser ne serait-ce qu'une lame de rasoir entre elles. Certaines de ces pierres sont si massives que même les grues actuelles auraient du mal à les déplacer. À mesure que nous approfondissons cette énigme, nous avons de plus en plus l'impression d'être face aux fragments d'un vaste puzzle dispersés à travers les continents. Et nous commençons seulement à en assembler les contours. Imaginez que vous tenez une lame qui, lorsqu'elle est examinée au microscope électronique, révèle un réseau complexe de couches alternées de fer et de carbone. Ces couches sont alignées à l'échelle nanométrique avec une telle précision que même les métallurgistes les plus avancés d'aujourd'hui auraient beaucoup de mal à les reproduire sans un équipement de laboratoire sophistiqué. Pourtant, cette lame n'est pas le fruit de la technologie moderne, mais un artefact du Moyen Âge, connu sous le nom d'acier de Damas. Sa réputation frôle la légende. Les guerriers parlaient hors d'épées capables de trancher sans effort les lames et les armures de qualité inférieure, tout en conservant un tranchant rasoir après d'innombrables batailles. Le secret de cette résistance exceptionnelle ne résidait pas seulement dans la puissance brute du forgeage, mais dans quelque chose de beaucoup plus subtil, la microstructure de la lame. Ces armes anciennes contiennent des nanotubes de carbone et de minuscules nanophiles, des structures qui, à l'époque moderne, nécessitent des conditions de laboratoire soigneusement contrôlées pour être créées. Il est remarquable que ces caractéristiques aient été produites par des forgerons qui n'avaient aucune notion d'électrons, d'atomes ou de cristallographie. Les tentatives de recréation de l'acier de Damas en laboratoire ont connu un certain succès, permettant de fabriquer des matériaux qui imitent ses motifs et sa résistance. Mais la formule précise reste difficile à déterminer. Ces forgerons médiévaux ne s'appuyaient pas sur des formules écrites. Ils travaillaient plutôt par instinct, par tradition, et grâce à un lien presque spirituel avec leurs matériaux. Ils observaient les subtils changements de couleur du métal, écoutaient le son de leurs coupettes de marteau et sentaient l'odeur du charbon brûlé, autant d'indices sensoriels qui guidaient inconsciemment les transformations au niveau atomique. Le processus de forgige exigeait une précision extraordinaire. La température devait être maintenue dans une fourchette étroite, car une température trop élevée détruisait les structures carbonées délicates, tandis qu'une température trop basse empêchait les molécules du métal de fusionner correctement. Des variables telles que la composition de l'air, la pureté du charbon de bois et les intervalles de refroidissement après les coups de marteau influençaient toute la disposition atomique de l'acier. La science moderne commence seulement aujourd'hui à apprécier la merveille de ce savoir-faire artisanal. Mais l'acier de Damas n'est qu'un fil parmi d'autres tissés dans une tapisserie mondiale bien plus ancienne et plus riche. De l'autre côté de l'océan, en Amérique du Sud précolombienne, les métallurgistes de la culture Muisca de Colombie maîtrisaient l'art du tumbaga, un alliage d'or et de cuivre, avec un niveau de contrôle qui défie la réputation rudimentaire souvent attribuée à la métallurgie antique. Grâce à une technique appelée dorure par appauvrissement, ils manipulaient la surface du métal, lessivant le cuivre des couches externes pour créer une finition brillante en or pur. Sous grossissement, ce processus révèle une transition presque parfaite entre les couches atomiques d'or et de cuivre, si homogène qu'elle en devient imperceptible. Il pourrait être tentant de rejeter ces réalisations comme des découvertes accidentelles et isolées de peuples anciens qui ne comprenaient pas la science qui les sous-tendait. Mais de telles hypothèses flattent davantage l'ego moderne qu'elles n'expliquent la réalité. Si ces progrès n'étaient pronotés que le fruit du hasard, pourquoi observons-nous la même recherche de tolérance quasi parfaite, reproduite pendant des milliers d'années et à travers les continents? Pourquoi cette précision obsessionnelle apparaît-elle dans les sabres de samouraï japonais, l'acier Woods indien, la délicate filigrane d'or des Étrusques et la maçonnerie précisément imbriquée des Andes?
Prenons par exemple les murs incas de Sacsayhuaman. Ces énormes blocs, dont certains pèsent plus de 100 tonnes, s'emboîtent avec une précision telle que même une lame de rasoir ne peut s'y glisser. Aucun mortier ne les maintient en place. Au contraire, les pierres s'emboîtent dans des formes complexes, comme un puzzle en 3 dimensions. Cela implique que les constructeurs n'ont pas simplement façonné une pierre à la fois, mais qu'ils ont planifié et exécuté des assemblages complets de plusieurs blocs avec des tolérances mesurées en millimètres, voire moins. Même aujourd'hui, avec des outils en acier et des logiciels de modélisation numérique, reproduire cet exploit représenterait un défi redoutable. Pourtant, les Incas y sont parvenus à l'aide d'outils en bronze ou en pierre, et bon nombre de ces pierres ne présentent aucune marque de ciseaux visible. Comment une telle finesse a-t-elle été possible? Certains chercheurs émettent l'hypothèse d'une abrasion répétée à l'aide de pierres plus dures. D'autres suggèrent l'utilisation de composés acides d'origine végétale qui auraient pu ramollir chimiquement la roche. Cependant, aucune théorie n'explique entièrement la rapidité, l'ampleur et l'uniformité de leur travail. C'est là que la notion de compréhension au niveau atomique devient plus que métaphorique. Même sans connaissance des atomes ou des molécules, ces artisans anciens ont peut-être intuitivement compris comment les matériaux se comportent différemment lorsqu'ils sont manipulés à leur plus petite échelle. Au fil des siècles d'essais, d'erreurs et de raffinements culturels, ils ont perfectionné des méthodes qui modifiaient les microstructures, contrôlaient les joints de grains et orientaient l'alignement moléculaire. N'oubliez pas que de nombreuses inventions révolutionnaires de l'histoire humaine ont précédé leur explication scientifique. La machine à vapeur est apparue avant la thermodynamique, la vaccination avant la théorie des germes. Et les lentilles ont été fabriquées bien avant que la physique de la lumière ne soit comprise. La maîtrise peut précéder de loin la théorie. Il existe également une dimension souvent négligée, l'intention. Aujourd'hui, la rapidité et le profit l'emportent souvent sur la perfection. Mais les artisans anciens consacraient souvent des mois, voire des années, à une seule création. Leur objectif n'était pas seulement la fonctionnalité ou la beauté, mais la transcendance. Chaque artefact était une offrande, un symbole, un héritage. Cette philosophie change complètement la donne. Si vous croyez que votre travail durera des siècles ou aura une signification spirituelle, alors aligner une surface à un cheveu près n'est pas un luxe, mais une nécessité. À bien des égards, ces artisans étaient pas des plus proches de l'échelle quantique que nous ne l'imaginons. Non pas en termes de compréhension scientifique, mais en termes de relation. Ils travaillaient directement les matières premières, forgeant un lien entre la volonté humaine et les formes de la nature. Les coups de marteau rythmiques, l'odeur de la poussière de pierre et du charbon de bois, le toucher du métal sous pression, tous ces repères sensoriels étaient leur outil de laboratoire. Lorsque vous tenez l'une de leurs créations, une lame de Damas, un pendentif doré ou un mur de pierre impeccablement ajusté, vous ne tenez pas seulement un objet, mais un moment figé où l'intention humaine a rencontré les lois fondamentales de la physique à une échelle invisible à l'œil nu. Les atomes restent figés dans cette disposition précise, définie il y a des siècles par des mains qui ne savaient pas qu'elles façonnaient la matière au niveau atomique. Nous allons maintenant quitter la forge et la carrière pour entrer dans le domaine de la mesure elle-même. Pour fabriquer avec une précision atomique, il faut d'abord savoir comment mesurer, et c'est là que réside un autre mystère profond. L'étonnante capacité du monde antique à détecter et à reproduire des dimensions exactes, sans compas numérique, laser ou horloges atomiques. À première vue, le fragment semble ordinaire. Il s'agit simplement d'une relique usée par le temps d'une arme ancienne. Mais lorsqu'il est agrandi des milliers de fois, son histoire se transforme sous le regard du microscope. Des structures émergent, incroyablement petites et disposées de manière exquise, défiant tout ce que nous croyions savoir sur la métallurgie avant l'ère industrielle.
C'est à cette échelle nanométrique que l'histoire murmure une vérité radicalement différente. Il y a longtemps, quelqu'un a maîtrisé l'architecture des atomes. L'un des exemples les plus connus est l'acier de Damas. Ce métal légendaire servait à forger des épées réputées pour leur capacité à couper la soie d'un en plein vol ou à trancher sans effort les lames adverses. Pendant des siècles, les secrets de sa force et de sa flexibilité remarquables ont été perdus, enfouis dans les mythes et les légendes. Mais, au XXe siècle, des métallurgistes qui examinaient d'authentiques lames de Damas ont fait une découverte étonnante. L'acier contenait des nanotubes de carbone, des structures cylindriques microscopiques composées d'atomes de carbone disposés avec une précision que la nanotechnologie moderne n'a redécouverte que récemment. Ces nanotubes, associés à des motifs distinctifs de carbure de fer appelés sémantite, conféraient aux lames leurs propriétés extraordinaires. C'est là que réside le mystère. La formation des nanotubes de carbone nécessite des conditions thermiques très spécifiques, conditions que les forgerons de l'Antiquité ne pouvaient pas comprendre. En théorie, ils ne disposaient pas de microscopes électroniques, n'avaient aucune connaissance des réseaux moléculaires et ne concevaient pas le concept d'atome. Et pourtant, ils avaient mis au point un procédé de forgige qui produisait des effets comparables à ceux de certaines des sciences des matériaux les plus avancées d'aujourd'hui. Était-ce le résultat d'essais et d'erreurs pures, transmis de génération en génération? Ou cela laisse-t-il entrevoir quelque chose de plus profond, un héritage de connaissances issu d'un chapitre oublié de l'histoire de l'humanité? L'acier de Damas n'est pas une merveille isolée. Prenons l'exemple de l'acier Woods de l'Inde ancienne, à l'origine même de l'acier de Damas. Produit dans des creusets et largement commercialisé dès 300 avant Jésus-Christ, le Woods était célèbre pour sa résistance apparemment magique. Les microstructures internes de ces lingots présentent des motifs que les métallurgistes modernes reconnaissent comme étant auto-assemblés à un niveau microscopique. Une fois de plus, la combinaison de l'intuition artisanale et d'une science cachée a permis de créer un matériau dont les propriétés rivalisent avec celles de nombreux aciers modernes, voire les surpassent. Il existe des mystères encore plus anciens, comme le fer météorique, un métal forgé non pas à partir de la croûte terrestre, mais à partir des vestiges cosmiques d'astéroïdes anciens. La dague de Toutankhamon, analysée en 2016, a été fabriquée à partir de ce fer extraterrestre, allié à du nickel et du cobalt, dans des proportions que les minerais terrestres ne peuvent égaler. Il ne s'agissait pas d'une simple opération de fusion et de moulage. Sa finition impeccable et résistante à la corrosion témoigne d'une compréhension sophistiquée des techniques d'alliage et de polissage bien au-delà de ce que les archéologues ont traditionnellement attribué à l'âge du bronze égyptien. Plus on creuse, plus cela devient étrange. Le béton romain, par exemple, est réputé pour sa longévité, mais sa composition chimique microscopique reste sous-estimée. Alors que le béton moderne se détériore en quelques décennies, les murs des ports romains ont résisté à l'érosion de l'eau de mer pendant plus de 2 millénaires. Des études révèlent que la chaux contenue dans le béton romain était intentionnellement mélangée de manière à produire des particules qui continuaient à réagir avec l'eau de mer, réparant les fissures et renforçant la structure au fil du temps. Il s'agit d'une forme de matériau auto-réparateur, un concept qui n'apparaît que maintenant dans les polymères synthétiques modernes et les composites intelligents. Dans tous ces cas, ce que nous observons n'est pas seulement un savoir-faire artisanal, mais une maîtrise à la pointe du comportement atomique, le même domaine qui régit la nanotechnologie, la mécanique quantique et la science des matériaux d'aujourd'hui. Cette prise de conscience nous oblige à nous poser une question profonde. Si ces techniques remarquables ont été acquises uniquement grâce à la sagesse empirique, pourquoi ont-elles été perdues pendant des siècles? Pourquoi la révolution industrielle n'a-t-elle pas eu lieu dès 500 avant Jésus-Christ, alors que les éléments essentiels de la métallurgie avancée semblaient déjà être entre les mains des hommes? Certains historiens affirment que ces réalisations sont le fruit d'heureux hasards,
le résultat d'innombrables cycles d'essais et d'erreurs dont les connaissances n'ont été préservées que grâce à la tradition orale. Pourtant, la remarquable cohérence à travers le temps et l'espace, dans l'acier Woods indien, les légendaires lames de Damas et les digues romaines qui ont résisté au temps, suggère quelque chose de beaucoup plus délibéré et systématique dans la pratique métallurgique. Même de légères déviations dans le processus de fabrication peuvent entraîner des échecs catastrophiques. Reproduire de tels exploits à plusieurs reprises, à travers les siècles et les continents, sans l'aide d'instruments modernes, implique soit un niveau quasi surnaturel de compétences héritées, soit un ensemble de connaissances écrites et soigneusement gardées, bien plus précises que celles qui ont survécu jusqu'à nos jours. C'est là que la porte de la spéculation s'ouvre lentement. S'agit-il des traces d'une compréhension scientifique beaucoup plus ancienne, qui parlait le langage des atomes bien avant que Dalton ne décrive formellement le concept en 1803 ? Si tel est le cas, qu'est-il advenu de ce savoir ? A-t-il été perdu dans les feux de la guerre, englouti par l'effondrement de la société ou délibérément dissimulé ? La possibilité la plus troublante est que nous n'ayons pas encore pleinement pris conscience de l'ampleur de ces réalisations parce que nous ne les avons pas examinées de suffisamment près. Pour chaque épée de Damas examinée au microscope, il existe peut-être des centaines d'autres artefacts, oubliés dans des musées ou enfouis sous terre, dont les secrets restent invisibles à l'œil nu. Le paradoxe est difficile à ignorer. La science moderne se targue d'avoir une vision toujours plus claire de la réalité, mais voici des œuvres anciennes qui suggèrent que nous ne faisons que redécouvrir des vérités que d'autres ont entrevues il y a longtemps. S'ils maîtrisaient vraiment l'artisanat au niveau atomique, que pouvaient-ils savoir d'autre ? Dans les sections suivantes, nous irons au-delà de la forge pour nous rendre dans les carrières, où la pierre, sans doute le matériau le plus inerte et le plus résistant, porte les traces de techniques de façonnage et de finition qui, à une résolution microscopique, rivalisent avec la finesse du métal usiné. Le mystère s'épaissit ici, car la pierre est non seulement un matériau plus dur, mais aussi un témoin silencieux de technologies qui ne laissent aucune trace d'outil, aucun coup de ciseau, et qui défient toute explication facile. Si les métaux pouvaient parler, ils nous diraient peut-être que nous ne sommes pas les premiers à maîtriser les plus petites échelles. Nous sommes plutôt les derniers à avoir oublié. Plus nous approfondissons nos recherches sur les vestiges physiques des civilisations anciennes, plus la frontière entre histoire et science-fiction s'estompe. Dans le dernier chapitre, nous avons été émerveillés par l'impossibilité même des sphères, des sarcophages en granit et des merveilles mégalithiques telles que Pumapunku. Mais maintenant, nous devons regarder au-delà des pierres elles-mêmes pour nous intéresser aux sciences sous-jacentes qui ont peut-être rendu une telle précision possible. Car il y a une chance, aussi minime soit-elle, que nous soyons en train de contempler les empreintes de sciences oubliées opérant à des échelles que la plupart des gens vivant aujourd'hui envisagent rarement, l'échelle atomique. Imaginez un instant un atelier en 2500 avant Jésus-Christ, où, au lieu de ciseaux en bronze et de marteaux, les artisans manient des outils qui manipulent la matière avec une précision équivalente à l'épaisseur d'un cheveu humain, voire moins. Il ne s'agit pas seulement de précision, mais aussi de contrôle. Le contrôle de la façon dont les atomes s'organisent, dont les réseaux cristallins se développent et dont les grains métalliques s'alignent pour une résistance maximale. Nous supposons qu'une telle maîtrise n'existe que dans le domaine des salles blanches, des microscopes électroniques et des installations de nanofabrication. Pourtant, certains artefacts anciens semblent avoir été façonnés à l'aide de techniques qui n'ont été inventées que 4000 ans plus tard. Prenons l'exemple du légendaire acier de Damas. À première vue, il s'agit simplement d'un type d'acier utilisé pour la fabrication d'épées, réputé pour sa beauté et sa résistance. Mais des études réalisées à l'aide de microscopes électroniques modernes ont révélé quelque chose de surprenant. La structure de l'acier contient des nanotubes de carbone,
des cylindres microscopiques d'atomes de carbone disposés avec une précision mathématique. Au XXIe siècle, nous utilisons ces structures dans des matériaux expérimentaux pour obtenir des rapports résistance-poids incroyables. Pourtant, elles se trouvent ici, enfermées dans des épées forgées bien avant la révolution industrielle. Ces nanotubes étaient-ils des sous-produits accidentels de l'intuition d'un artisan, ou les forgerons anciens, à travers des générations d'expérimentation, ont-ils découvert des moyens de manipuler les matériaux à un niveau microscopique sans jamais connaître le mot nanotechnologie? Il y a ensuite la monnaie lydienne datant d'environ 600 avant Jésus-Christ, l'une des premières monnaies de l'histoire. Les analyses révèlent une pureté et une consistance de l'alliage or-argent difficiles à obtenir sans une connaissance approfondie de la métallurgie. Les métallurgistes modernes notent que la distribution uniforme des métaux suggère des cycles de chauffage et de refroidissement soigneusement contrôlés, conçus pour empêcher la ségrégation au niveau microstructural, un principe central dans les laboratoires de fabrication de haute technologie d'aujourd'hui. Lorsque nous manipulons aujourd'hui la matière avec une précision atomique, nous nous appuyons fortement sur des machines pour effectuer le travail. Des tours contrôlées par ordinateur coupant avec une tolérance de l'ordre du micron, des faisceaux d'ions focalisés gravant des motifs plus fins qu'un brin d'ADN. Mais un ancien maçon, taillant le basalte avec une douceur incroyable, ne disposait d'aucun de ces outils, du moins aucun que nous ayons découvert jusqu'à présent. Pourtant, les résultats, lorsqu'ils sont mesurés, se situent parfois dans des tolérances comparables à celles de nos outils les plus avancés. Une hypothèse controversée suggère que certaines civilisations anciennes auraient exploité les propriétés du son, des vibrations et de la chaleur pour agir sur la matière d'une manière que la science moderne ne comprend pas encore entièrement. Il ne s'agit pas d'une simple spéculation. La science moderne confirme que les ultrasons peuvent induire une cavitation microscopique dans les liquides, que certaines fréquences peuvent aligner les grains de cristal et que les cycles thermiques peuvent créer des arrangements moléculaires uniformes. Se pourrait-il que les ateliers anciens aient été remplis d'instruments qui, bien qu'ils semblent primitifs à nos yeux modernes, produisaient des effets subtils et profonds sur les matériaux qu'ils façonnaient? Il y a aussi la question intrigante des recettes perdues, des formules si finement ajustées et efficaces qu'une fois oubliées, elles se sont avérées presque impossibles à reproduire. Le béton romain en est un excellent exemple. Les structures construites à partir de ce matériau ont résisté à 2 millénaires d'érosion, de tempêtes et d'exposition incessante à l'eau de mer. Son extraordinaire durabilité provient d'une propriété d'autoréparation au niveau microscopique, où des cristaux de chaux se développent lentement au fil du temps, colmatant les fissures et renforçant le matériau. Les ingénieurs modernes n'ont que récemment réussi à reproduire ce processus, confirmant que les constructeurs anciens créaient des matériaux dont le comportement n'a commencé à être expliqué par la science qu'au cours du siècle dernier. Et puis il y a les anomalies qui défient toute explication claire ou simple. Les sphères d'or microscopique incrustées dans le quartz d'Afrique du Sud, si le contexte géologique est exact, remontent à des milliards d'années, bien avant que les humains ne foulent le sol de la Terre. La batterie de Bagdad, un pot en argile contenant des composants capables de produire une petite charge électrique. Les trous percés avec précision dans la pierre égyptienne, qui suggèrent une vitesse d'avance de l'outil et une pression appliquée incompatible avec les méthodes manuelles. Aucun de ces phénomènes ne peut à lui seul prouver l'existence d'un savoir-faire à l'échelle atomique, mais considérés collectivement, ils brossent un tableau plus étrange et plus large. Si de telles techniques avancées ont existé, pourquoi ont-elles été perdues? Peut-être parce que, même à l'époque, elles n'étaient pas largement comprises. C'est une chose pour un petit groupe de maîtres artisans de garder un processus comme un secret sacré. C'en est une autre pour ce savoir de survivre à l'effondrement de toute une civilisation. Les technologies
en particulier celles qui reposent sur des procédures délicates et reproductibles, peuvent disparaître presque du jour au lendemain si la chaîne d'apprentissage est rompue. Une guerre soudaine, une épidémie dévastatrice, la mort de maîtres clés, et l'artisanat devient légende. Pourtant, certaines de ces techniques semblent tellement en avance sur leur temps que les qualifier de légende semble insuffisant. Lorsque les scientifiques modernes découvrent des nanostructures incrustées dans une lame ancienne, ils reconnaissent immédiatement les principes physiques à l'œuvre, mais ne savent pas s'ils sont témoins d'un accident fortuit ou d'un exploit délibéré et extraordinaire. Et si c'est le cas, quelles autres possibilités auraient pu exister dans ces ateliers disparus? Y avait-il des équivalents anciens des usines de fabrication de semi-conducteurs d'aujourd'hui? Non pas dans des salles blanches stériles, mais dans des salles en pierre, avec des techniques et des outils que nous n'avons pas encore complètement décodés? Nous devons également envisager la possibilité inconfortable que notre chronologie conventionnelle du développement technologique soit erronée ou, à tout le moins, incomplète. Si des civilisations capables de travailler avec une telle précision ont existé bien avant ce que l'on croit actuellement, leur réalisation pourrait être enfouie profondément sous les couches de terre et d'histoire. Leurs outils, réduits en poussière, ne laissant derrière eux que les artefacts les plus résistants. Les pierres, les métaux, les fragments qui nous obligent à reconstituer leur génie à partir des indices les plus ténus. Aujourd'hui, dans un musée, vous pouvez contempler un miroir en obsidienne polie provenant de Mésoamérique ou une lentille en cristal taillée à la perfection provenant de l'Égypte antique et sentir le plus faible écho de ce mystère résonner à travers le temps. Le savoir a disparu, mais la preuve reste enfermée dans la perfection de ses œuvres. Et dans cette perfection réside un défi, voire une invitation, à redécouvrir non seulement le comment, mais aussi le pourquoi de ces exploits remarquables. Car si les ingénieurs de l'Antiquité pouvaient façonner la matière avec une telle maîtrise, ils ne se contentaient pas de construire des outils, des armes ou des monuments. Ils envoyaient des messages à travers les siècles et les millénaires. Ce savoir-faire et cette compréhension peuvent transcender les limites du temps lui-même. La question demeure, sommes-nous prêts à entendre ce message? Et en cherchant à percer leur secret, pourrions-nous découvrir quelque chose de bien plus grand que la simple précision? Imaginez que vous teniez une épée dont la lame scintille avec un mouvement fluide, semblable à celui de l'eau. Sous cette beauté envoûtante se cache une structure si avancée que les scientifiques modernes, à l'aide de microscopes électroniques, ont découvert des arrangements d'atomes de carbone et de fer à une échelle si précise qu'elle frôle la nanotechnologie. Il s'agit de l'acier de Damas, un matériau dont le nom même est devenu synonyme de mystère et de maîtrise. Forgé dans le creuset des connaissances anciennes, l'acier de Damas recelait des secrets que même les métallurgistes modernes les plus habiles ont eu du mal à reproduire pendant des siècles. Mais voici la question plus profonde. Ces créateurs comprenaient-ils vraiment les merveilles microscopiques qu'ils fabriquaient? Ou leur génie était-il né d'une tradition minutieuse, transmise de génération en génération, jusqu'à ce que le processus exact s'estompe dans la légende? L'histoire commence dans l'ancien Proche-Orient, peut-être dès 300 avant Jésus-Christ, mais c'est véritablement entre le 9e et le 18e siècle que les lames de Damas, redoutées par les croisés et convoitées par les rois, ont pris de l'importance. Ces lames étaient conçues non seulement pour couper, mais aussi pour résister. Elles pouvaient trancher des armes moins résistantes, conserver leurs tranchants après d'innombrables combats et résister à des contraintes qui auraient été brisées de l'acier ordinaire. Ce qui leur conférait une telle résistance n'était pas de la magie, même si cela pouvait sembler ainsi à un œil non averti, mais une interaction complexe entre la chimie, la chaleur et le temps. L'ingrédient principal était l'acier Woods, originaire d'Inde et du Sri Lanka, un alliage à haute teneur en carbone,
produit dans de petits creusets scellés. Ce n'était pas un hasard. L'environnement scellé empêchait la perte de carbone pendant la fusion, permettant au métal en fusion de refroidir en lingots avec une microstructure distincte. Ces lingots étaient ensuite exportés le long des anciennes routes commerciales vers les forgerons de Syrie, de Perse et d'ailleurs. C'est là que commençait la transformation en acier de Damas, un processus impliquant un contrôle précis de la température, des chauffages et des forgeages répétés, ainsi qu'une maîtrise presque rituelle du timing. Cette danse délicate déterminait l'alignement des nanotubes de carbone et des structures de carbure dans chaque lame. Et c'est là que l'intrigue, à l'échelle atomique, s'intensifie. Les analyses métallurgiques modernes ont révélé que les lames authentiques de Damas contiennent des nanotubes de carbone et des feuilles nanométriques de cémentite, des arrangements d'atomes formant des motifs répétitifs à l'échelle du milliardième de mètre. Ces structures microscopiques ne sont pas seulement fascinantes sur le plan esthétique, elles confèrent à la lame une combinaison extraordinaire de dureté et de flexibilité. Réaliser un tel exploit dans un monde pré-industriel est tout simplement stupéfiant, comparable à la construction d'une cathédrale avec des pierres taillées selon des tolérances moléculaires sans jamais avoir vu les molécules elles-mêmes. Cependant, cette perfection était également fragile. Le processus dépendait fortement de la composition chimique unique des lingots d'acier Woods d'origine. À mesure que les routes commerciales changeaient et que les sources de minerais d'origine s'épuisaient, les proportions précises de carbone et d'oligo-éléments ont changé. Au XVIIIe siècle, les forgerons ont constaté que, bien que leurs lames conservaient leur beauté, elles ne possédaient plus la résistance et la résilience légendaires. Cet art, autrefois florissant et préservé, a commencé à s'estomper pour devenir un mythe. Cependant, l'attrait de l'acier de Damas ne s'est jamais complètement évanoui. Au XXe siècle, les métallurgistes ont entrepris des efforts exhaustifs pour reconstituer le processus, en passant méticuleusement au crible les archives historiques, en expérimentant des techniques de fusion au creuset et en analysant les artefacts survivants. À l'échelle atomique, ils ont obtenu un certain succès. Les reproductions modernes pouvaient reproduire bon nombre des propriétés mécaniques et même imiter les motifs de surface emblématiques. Cependant, des questions importantes restent sans réponse. Les forgerons de l'Antiquité, à force d'essais et d'erreurs, ont-ils découvert par hasard des méthodes permettant de manipuler efficacement la matière à l'échelle nanométrique, sans même savoir qu'une telle échelle existait? Ou bien la précision atomique inhérente à ces lames était-elle simplement le résultat involontaire de décisions artisanales plus importantes et plus visibles, telles que le choix minutieux des matières premières, le martelage rythmique dans la forge, les cycles de refroidissement précisément chronométrés, transmis de maître à apprenti comme des secrets sacrés? Une autre couche de mystère vient s'ajouter à cette hypothèse selon laquelle les techniques à l'origine de l'acier de Damas pourraient avoir des racines bien plus anciennes que le Proche-Orient médiéval. Certains chercheurs suggèrent que ce savoir provient de civilisations hellénistiques, voire plus anciennes, et qu'il a été transmis et perfectionné au fil des siècles. Si cela est vrai, l'acier de Damas n'est peut-être pas une invention unique, mais plutôt l'aboutissement d'un savoir-faire artisanal au niveau atomique qui remonte à l'Antiquité. Cette théorie rejoint une énigme plus large qui est au cœur de notre enquête. Combien de ces soi-disant miracles de l'ingénierie antique étaient en réalité le résultat d'une science pratique et empirique ininterrompue, aujourd'hui fragmentée et perdue dans le temps? Lorsque l'on compare l'acier de Damas à d'autres matériaux anciens, les parallèles sont frappants. Prenons l'exemple du béton romain qui peut s'auto-réparer après des siècles d'immersion dans l'eau de mer, les nanostructures des vitraux médiévaux créées accidentellement par des nanoparticules métalliques en suspension dans le verre, ou les surfaces fusionnées des anciennes maçonneries sud-américaines qui suggèrent l'existence de techniques de chauffage ou de pression qui nous sont inconnues.
Dans tous les cas, nous assistons à ce qui semble être un bond en avant dans la maîtrise atomique ou moléculaire, réalisé sans l'aide d'un microscope et souvent sans théorie scientifique formelle pour décrire le phénomène. L'acier de Damas est donc bien plus qu'un chapitre de l'histoire de la métallurgie. Il symbolise le fossé entre savoir que quelque chose fonctionne et comprendre pourquoi cela fonctionne. Il nous rappelle également que la frontière entre la science et l'artisanat est souvent floue. Pour créer une lame ayant la résistance et la résilience de l'acier de Damas, il fallait non seulement posséder les compétences physiques nécessaires pour manipuler le métal, mais aussi une compréhension intuitive de la chaleur, du timing et des comportements complexes des matériaux. Il s'agissait d'une forme de science incarnée, où les données critiques résidaient dans la mémoire musculaire et l'expérience sensorielle, plutôt que dans des manuels écrits. C'est peut-être pour cette raison que la perte des secrets de l'acier de Damas reste si douloureuse. Nous n'avons pas seulement perdu un procédé de fabrication, nous avons perdu une façon de penser, une manière d'aborder les matériaux qui ne les considérait pas comme des substances inertes, mais comme des participants vivants dans la forge. Cette relation, affinée au fil des siècles, a produit des résultats que l'industrie moderne, avec tous ses instruments de précision, continue d'admirer avec émerveillement. Dans notre voyage à travers les machines anciennes construites avec une précision atomique, l'acier de Damas représente à la fois un triomphe et une tragédie. Un triomphe, car il prouve que les êtres humains, sans microscopes électroniques ni modélisation informatique, pouvaient encore façonner la matière à l'échelle la plus petite pour en faire des outils aux performances inégalées. Une tragédie, car ce savoir s'est évanoui, non pas à cause d'un secret délibéré, mais à cause de l'érosion lente des ressources commerciales, du changement des priorités culturelles et de la disparition des traditions. Pourtant, le mystère persiste. Chaque lame qui a survécu, exposée dans un musée ou cachée dans une collection privée, lance un défi silencieux à notre compréhension. S'ils ont pu atteindre un tel niveau de maîtrise, qu'auraient-ils pu accomplir d'autres ? Quels autres arts atomiques attendent d'être redécouverts ou peut-être réinventés à notre époque ? Cela nous amène à la prochaine énigme, qui brouille la frontière entre la métallurgie et l'architecture. Si l'acier de Damas démontre une précision atomique dans la forge d'une arme, que se passe-t-il lorsque cette même maîtrise est transposée à des proportions monumentales, façonnant non pas une lame, mais des structures entières ? S'il existe un artefact qui résume le mystère de la maîtrise atomique antique, c'est bien l'acier de Damas. Pendant des siècles, ces lames ont été chuchotées avec révérence, redoutées sur les champs de bataille et vénérées dans les cours royales. On disait qu'elle coupait tous les épées de moindre qualité comme du tissu, qu'elle coupait les cheveux flottants dans l'air ou qu'elle tranchait un foulard en soie sans effilocher un seul fil. Leur surface distinctive, un motif fluide et complexe qui semble presque vivant, laissait entrevoir quelque chose qui allait bien au-delà de la simple métallurgie. Il ne s'agissait pas simplement d'une arme, mais d'une déclaration, d'une maîtrise de la matière elle-même. Notre histoire ne commence pas à Damas même, mais quelque part au creuset du commerce reliant l'Inde, la Perse et le Levant. Les preuves historiques suggèrent que l'acier légendaire était forgé à partir de lingots de Woods importés du sud de l'Inde, un matériau prisé pour sa pureté et sa teneur unique en carbone. Ces lingots, eux-mêmes le fruit d'une fusion contrôlée, étaient transformés à Damas et dans d'autres centres en lames qui sont devenus la référence en matière d'armes blanches. Mais la manière dont ils y sont parvenus reste un mystère. Lorsque les scientifiques modernes ont eu accès pour la première fois à de véritables lames damassées vieilles de plusieurs siècles, ils s'attendaient à ne trouver rien de plus qu'un simple acier à haute teneur en carbone. Au lieu de cela, ils ont fait une découverte stupéfiante, des nanotubes de carbone et des nanofils de cémentite si fins et si précis qu'ils ne pouvaient être observés
qu'à l'aide de puissants microscopes électroniques. Ces matériaux sont aujourd'hui associés à la nanotechnologie la plus avancée, et non aux forges qui flambaient sur les marchés médiévaux. Comment un forgeron du Xe siècle aurait-il pu manipuler la matière à une échelle de milliardième de mètre? Une théorie soutient qu'ils n'ont jamais consciemment vu ce qu'ils créaient, du moins pas au sens scientifique moderne du terme. Au contraire, grâce à des générations d'expérimentations empiriques, d'essais et d'erreurs, et à une compréhension approfondie du comportement des métaux sous l'effet de la chaleur et du marteau, ils ont mis au point un procédé permettant de produire ces nanostructures. Le mélange naturel du fer avec des oligo-éléments tels que le vanadium et le tungstène provenant des minerais, combiné à un cycle presque rituel de chauffage et de refroidissement, aurait pu aligner les atomes de carbone dans ces configurations à l'échelle nanométrique. Leur sens était leur instrument. Le temps était leur laboratoire. Cependant, il existe une théorie contraire qui frôle les limites de l'histoire conventionnelle. Certains chercheurs affirment que ces forgerons étaient guidés par des connaissances qui n'étaient pas seulement le résultat d'essais et d'erreurs, mais qui avaient été transmises par une civilisation antérieure aujourd'hui disparue. La précision requise pour obtenir une distribution uniforme des nanophiles dans l'acier est si extrême que même les métallurgistes modernes ont du mal à la reproduire de manière constante. Si les forgerons médiévaux l'avaient découverte par hasard, pourquoi cette méthode a-t-elle fini par se perdre? Pourquoi cette technique ne s'est-elle pas répandue, n'a-t-elle pas évolué et n'a-t-elle pas dominé la métallurgie dans le monde entier? Une partie de la réponse réside dans la nature fragile du savoir tacite. Le processus complexe qui sous-tend la production du véritable acier de Damas n'a jamais été consigné dans des manuels d'ingénierie ou des traités officiels, mais a été transmis par la mémoire musculaire et l'instinct des maîtres forgerons, lorsque ces chaînes d'apprentissage ont été rompues, que ce soit en raison de la guerre, de bouleversements politiques, de la perturbation des routes commerciales vitales ou de l'effondrement de la société, les secrets soigneusement gardés ont disparu avec elles. À la fin du XVIIIe siècle, le véritable art de l'acier de Damas avait disparu, remplacé par des imitations de qualité inférieure. Ce qui est aujourd'hui vendu sous le nom de Damas sur les marchés et dans les magasins est souvent de l'acier soudé à motifs, des cousins décoratifs qui imitent l'esthétique, mais n'ont pas les propriétés extraordinaires des originaux. Les métallurgistes modernes qui tentent de recréer l'acier de Damas se retrouvent souvent pris entre frustration et admiration. Certains ont réussi à reproduire des lames avec des nanostructures similaires, mais la combinaison exacte de la composition du minerai, des traces d'impureté, de la technique de forgeage et des vitesses de refroidissement, l'alchimie qui a donné naissance à l'original, reste insaisissable. C'est comme si l'acier lui-même résistait à une redécouverte complète, gardant ses secrets aussi farouchement que les guerriers qui le maniaient autrefois. La question qui reste en suspens est la suivante. Si l'acier de Damas représente un vestige de la précision atomique antique, alors qu'est-ce qui aurait pu être possible pour ceux qui maîtrisaient un tel savoir-faire? Auraient-ils pu appliquer des techniques similaires à l'échelle nanométrique à des outils, des armures ou des éléments architecturaux? Ces nanostructures n'étaient-elles qu'une facette d'une science plus vaste et oubliée? Ou l'acier de Damas était-il un sommet isolé, un triomphe singulier né d'une union parfaite entre les ressources de la nature et l'ingéniosité humaine? Au fur et à mesure que nous avancerons, nous nous éloignerons de la forge pour nous intéresser aux carrières, où la pierre, plutôt que l'acier, porte des marques d'une précision si exacte qu'elles semblent impossibles. Mais gardez ceci à l'esprit. L'acier de Damas est la preuve que même sans microscope ni vocabulaire des nanomètres, nos ancêtres ont peut-être manipulé les éléments constitutifs même de la matière. Et s'ils ont pu y parvenir avec le feu, le marteau et la sagesse de génération, alors quelles étaient vraiment leurs limites? Si les anciens disposaient d'une telle précision au niveau atomique,
pourquoi ce savoir a-t-il disparu? Cette question ronge notre curiosité comme un accord non résolu qui persiste sans trouver de conclusion. Tout au long de l'histoire, la marche de la technologie est souvent apparue comme une ascension cumulative, s'appuyant sur les découvertes de ceux qui l'ont précédée. Pourtant, dans la pierre froide et les alliages vieillis du passé, il existe une étrange inversion. Des sommets d'artisanat s'élevant brusquement d'un paysage technologique par ailleurs primitif, pour disparaître ensuite et ne plus être atteint jusqu'à l'époque moderne. C'est comme si le chemin vers le progrès avait été interrompu ou délibérément détourné. Ce paradoxe est illustré de manière frappante par l'alignement des grandes pyramides, si précis par rapport au nord géographique que même les ingénieurs modernes ont du mal à le reproduire sans guidage laser. Cette précision contraste fortement avec le consensus archéologique selon lequel les outils dont disposaient les constructeurs de pyramides étaient de simples ciseaux en cuivre et des fils à plomb rudimentaires. Le décalage entre les moyens et les résultats est frappant. Étaient-ce vraiment les seuls outils disponibles? Ou avons-nous perdu la connaissance d'un ensemble d'outils parallèles qui n'a pas survécu dans les archives archéologiques parce qu'il n'était pas composé de pierre ou de métal? La précision antique semble souvent sélective et épisodique. Une culture peut produire une ou deux pièces d'un savoir-faire artisanal étonnant, entouré d'œuvres de qualité visiblement inférieure. C'est comme si un éclat momentané avait émergé, peut-être grâce au génie d'un maître artisan ou d'un petit cercle de technologues, mais que leurs connaissances et leurs méthodes avaient disparu avec leur mort ou l'effondrement de leur société. Le mécanisme d'Anticythère en est l'exemple par excellence. Un ordinateur mécanique capable de prédire les événements astronomiques avec une précision étonnante. Il apparaît une fois dans les archives historiques, puis disparaît pendant plus d'un millénaire. Certains affirment qu'il ne s'agit pas d'un mystère, mais simplement du hasard de la conservation. D'innombrables autres exemples de travaux de haute précision ont existé, mais ont été perdus à cause du temps, du climat et de l'intervention humaine. Pourtant, cette explication se heurte au poids croissant des anomalies, non seulement dans la maçonnerie, mais aussi dans la métallurgie, la céramique et même le textile, qui défitent leur contexte chronologique et les processus de fabrication que nous attribuons actuellement à leur époque. Une possibilité intrigante est que les cultures anciennes possédaient ce que nous pourrions appeler des technologies douces, des processus, des techniques ou des instruments qui reposaient moins sur des machines physiques que sur des systèmes et des méthodes de connaissance qui ne laissaient que peu ou pas de traces durables. Pensez à la fabrication moderne de semi-conducteurs sans salle blanche, pompes à vide ou masques photolithographiques. Il s'agit essentiellement d'un processus, d'une idée. Si un effondrement mondial se produisait demain, les vestiges physiques de nos systèmes de production les plus avancés se dégraderaient rapidement, laissant aux archéologues futurs peu d'éléments pour déduire nos véritables capacités. Une autre hypothèse se tourne vers le domaine des secrets commerciaux et des monopoles. Peut-être existait-il des guildes anciennes, semblables aux guildes artisanales médiévales, dont la valeur résidait dans la protection des connaissances exclusives, transmises oralement ou par le biais d'apprentissages étroitement contrôlés. Si ces guildes ont péri à cause de la guerre, de la famine ou de bouleversements politiques, leurs techniques jalousement gardées ont pu disparaître presque instantanément. Dans cette optique, l'ancienne précision était peut-être moins liée à un ensemble de compétences partagées à l'échelle mondiale qu'à des poches isolées de maîtrise. Mais il existe une possibilité encore plus troublante. Une partie de cette précision perdue était le produit dérivé de forces ou d'outils que nous ne possédons plus, et sa disparition n'était peut-être pas accidentelle. Imaginez une technologie si puissante, si en avance sur son temps, que les dirigeants ont jugé trop dangereux de la laisser en circulation. Que ce soit par crainte d'une utilisation abusive, en raison de décrets religieux ou par souci de ne pas perturber l'ordre social, ces connaissances ont peut-être été délibérément supprimées.
L'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie est souvent évoqué à cet égard. Bien que les historiens débattent de l'ampleur et du moment de cette destruction, elle reste un symbole puissant de la fragilité du savoir et de la rapidité avec laquelle il peut disparaître de l'histoire humaine. Les efforts modernes de rétro-ingénierie révèlent à quel point certaines œuvres anciennes semblent étranges lorsqu'elles sont soumises à une analyse microscopique. Les structures en treillis de l'acier de Damas, par exemple, n'ont été comprises qu'au cours des dernières décennies. Il s'agit de motifs de nanotubes de carbone incrustés dans le fer qui confèrent à la lame à la fois résistance et flexibilité. Ces structures n'ont pas été intentionnellement conçues à l'échelle nanométrique par les forgerons médiévaux, du moins d'après les archives. Mais les résultats constants suggèrent fortement une maîtrise délibérée, bien que tacite, des conditions et des matériaux que nous reconnaîtrions aujourd'hui comme relevant de la nano-ingénierie. De même, certains murs de pierre inca sont constitués de blocs imbriqués si étroitement qu'il est impossible d'y glisser une lame de rasoir, le tout assemblé sans mortier. Certains chercheurs soupçonnent que des traitements thermiques ou chimiques, peut-être à base d'acides végétaux ou de liants inconnus, ont été utilisés pour ramollir ou fusionner les surfaces au niveau microscopique avant qu'elles ne prennent leur forme finale, solide comme la roche. Si cela est vrai, cela représente une forme de science des matériaux non seulement avancés, mais aussi profondément pratiques, et pourtant complètement oubliés. Alors que nous sommes confrontés à ce paradoxe, nous sommes obligés d'affronter des vérités dérangeantes sur notre propre époque. Nous avons tendance à supposer que le progrès est linéaire et cumulatif, mais l'histoire nous murmure une autre histoire, celle des ascensions et des effondrements, des connaissances acquises, puis dispersées aux quatre vents. L'idée que nous vivions peut-être un autre sommet de ce type, vulnérable au même sort, donne à réfléchir. Les appareils dans nos poches, les satellites en orbite, les ordinateurs quantiques dans les laboratoires, tout cela pourrait devenir des mystères opaques pour une civilisation future, si la chaîne du savoir venait à se rompre. Le paradoxe de la précision perdue est plus qu'une curiosité archéologique. C'est un miroir qui reflète la fragilité de la civilisation elle-même. Chaque coupe incroyablement parfaite, chaque tolérance inexplicable préservée dans la pierre ou le métal, est à la fois une merveille et un avertissement. Elle nous murmure ce qui peut être accompli et à quel point ces réalisations peuvent être facilement effacées. Alors que nous sommes à la pointe de notre propre ère technologique, la leçon la plus importante n'est peut-être pas simplement de savoir comment les anciens y sont parvenus, mais comment nous pouvons garantir que notre précision durement acquise, atomique ou autre, survivra au passage du temps. Car si l'histoire nous a appris quelque chose, c'est que la perfection est éphémère, et que le souvenir de la manière d'y parvenir l'est encore plus. Plus les archéologues examinent en détail les détails microscopiques et atomiques des artefacts anciens, plus le récit se divise en deux camps apparemment irréconciliables. Ceux qui attribuent ces créations d'une précision impossible à l'ingéniosité de l'artisanat humain dans le cadre des chronologies historiques connues, et ceux qui pensent qu'elles font allusion à des époques perdues de génie technologique, aujourd'hui réduites à des ruines éparses et à des reliques énigmatiques. À l'heure actuelle, les preuves ressemblent à une mosaïque dont il manque plus de carreaux qu'il n'y a d'image complète, offrant un aperçu alléchant d'un chapitre tacite de l'histoire humaine. À première vue, les sculptures de l'Égypte antique, la maçonnerie parfaitement ajustée des Andes ou les perles de pierre impeccablement percées de la vallée de l'Indus pourraient s'expliquer par la simple maîtrise des outils manuels, peut-être aidés par des innovations simples mais astucieuses. Mais si l'on agrandit leur surface à l'échelle du micron ou du nanomètre, l'histoire change radicalement. Soudain, une jointure dans le granit devient une interface parfaitement plane. Un miroir en obsidienne polie révèle une surface si lisse qu'elle rivalise, selon les normes actuelles, avec les plaquettes de semi-conducteurs.
Ce qui est frappant, ce n'est pas seulement le niveau de savoir-faire, mais l'improbabilité statistique d'une telle précision se répétant dans des cultures séparées par des océans, des langues et des millénaires. C'est à ce stade que certains chercheurs commencent discrètement à se poser la question suivante. Ces compétences ont-elles été redécouvertes indépendamment à plusieurs reprises au cours de l'histoire de l'humanité? Ou sont-elles des fragments hérités d'un ancien système de connaissances mondiales? La chronologie humaine, telle que présentée par l'archéologie conventionnelle, situe l'essor des civilisations complexes il y a environ 6000 ans, avec une accélération technologique rapide au cours des derniers siècles. Mais un nombre croissant de preuves physiques remettent en question cette trajectoire linéaire et ordonnée. Prenons l'exemple du mystérieux pilier de fer de Delhi, qui se dresse depuis plus de 1600 ans sans corrosion significative. Sa surface est recouverte d'un film protecteur passif inhabituel qui continue d'intriguer les métallurgistes modernes. Ou encore les bijoux finement incrustés de l'ancienne ville dure, dont les proportions d'or et d'argent et les techniques de microsoudure révèlent une sophistication métallurgique que l'on n'associe généralement pas à l'âge du bronze. L'un des fils conducteurs les plus convaincants de cette enquête provient du domaine de la métallurgie antique examinée à la résolution atomique. L'acier de Damas, célèbre pour sa résistance légendaire et ses motifs ondulés caractéristiques, est désormais connu pour contenir des nanotubes de carbone, des molécules cylindriques creuses d'atomes de carbone dotés d'une résistance à la traction extraordinaire, intégrées dans sa matrice d'acier. Ces nanotubes sont des éléments de base de la nanotechnologie moderne, mais les métallurgistes qui ont analysé des lames du XVIIe siècle ont découvert qu'ils se formaient naturellement pendant le processus de forgeage. La question de savoir s'il s'agissait d'un sous-produit accidentel ou d'une technique intentionnelle et reproductible reste l'une des grandes questions sans réponse. Si c'est le cas, cela implique que les forgerons du Moyen-Orient manipulaient des structures à l'échelle atomique plusieurs siècles avant même l'existence des microscopes électroniques à balayage. Certains chercheurs suggèrent que les artisans ont observé des effets macroscopiques tels que le tranchant ou la résilience inégalée des lames, et ont affiné leur méthode de génération en génération jusqu'à ce qu'ils puissent reproduire ces résultats de manière fiable. Le processus lui-même était peut-être un secret bien gardé, dont la véritable compréhension a été perdue avec la mort des derniers maîtres forgerons. Mais cela laisse une question en suspens. S'agissait-il simplement d'une intuition affinée au fil des siècles ou des vestiges d'un corpus encore plus ancien de science des matériaux? De même, en Amérique du Sud, l'une des prouesses métallurgiques les plus déroutantes concerne le mystérieux alliage de Berger, un mélange d'or et de cuivre souvent utilisé pour les objets cérémoniels. Dans certains cas, les processus d'alliage et de dorure par épuisement semblent avoir atteint une uniformité à l'échelle atomique, ce qui, même aujourd'hui, nécessite des environnements contrôlés et une gestion thermique précise. La manière dont ces artisans ont réussi à atteindre un tel niveau de contrôle sans avoir accès à des fours modernes ou à des thermomètres reste un mystère qui ébranle discrètement les frontières bien ordonnées de nos modèles historiques. Les détracteurs de l'hypothèse de la technologie perdue affirment que des compétences extraordinaires peuvent émerger sous l'effet de pressions sociales et culturelles appropriées. Les civilisations bénéficiant du mécénat d'une élite, de longs systèmes d'apprentissage et d'un approvisionnement constant en main-d'œuvre qualifiée pouvaient réaliser des exploits qui semblaient miraculeux aux yeux des étrangers. Le tailleur de pierre égyptien, qui façonnait à la main un vase en diorite, n'était pas un amateur. Il a peut-être passé des décennies à perfectionner sa technique sous l'œil vigilant de maîtres artisans. De même, l'architecte inca, qui supervisait l'ajustement des pierres cyclopéennes, a peut-être dirigé des centaines d'ouvriers dans un travail coordonné et précis, où les erreurs étaient inacceptables et les matériaux abondants. C'est le seuil avant notre descente finale au cœur du mystère qui nous attend. Nous allons être confrontés à la possibilité la plus controversée de toutes,
que la précision antique n'était pas seulement le produit d'outils perdus, mais le sous-produit d'une façon entièrement différente de penser la matière elle-même, une façon qui pourrait réécrire notre compréhension de ce que signifie être une civilisation technologique. Imaginez un instant que toute l'histoire de l'humanité soit un livre et que la plupart de ses chapitres nous manquent. Les pages que nous tenons entre nos mains sont usées et incomplètes, reliées entre elles par de fragiles fils de documents, de mythes et de ruines qui ont survécu. Pourtant, de temps à autre, nous tombons sur un détail si net, si précis, qu'on dirait qu'une phrase d'un chapitre perdu a été gravée dans la marge, attendant d'être déchiffrée. Dans le contexte des machines anciennes et de la précision atomique, ces détails ne se manifestent pas seulement comme des anomalies, mais comme des échos, et les échos ont une qualité particulière. Ils conservent la forme du son original, mais avec des distorsions, des atténuations et des interférences. Les artefacts de précision que nous découvrons aujourd'hui sont peut-être justement de tels échos. Les vestiges effacés d'une technologie ou d'un système de connaissances tellement en avance sur leur temps que, même réduits à l'état de ruine, ils conservent une perfection mesurable. Prenons, par exemple, le cas curieux de la coupe de Lycurgus. À l'œil nu, ce gobelet en verre romain, vieux de 1600 ans, est une magnifique pièce d'artisanat ornée de scènes complexes. Mais, sous un éclairage différent, il change de couleur, passant d'un vert opaque à un rouge profond et translucide. Pendant des siècles, cela a été considéré comme une simple fioriture artistique. Seule, la microscopie moderne a révélé la vérité. Le verre contient des nanoparticules d'or et d'argent, dispersées dissoltes à l'échelle de dizaines de nanomètres, un niveau de contrôle des propriétés des matériaux qui mettrait au défi même les laboratoires de nanofabrication moderne. Une troisième possibilité, il ne s'agit pas seulement du passé. C'est un rappel pour l'avenir. Les civilisations tombent, les connaissances s'estompent, les compétences disparaissent lorsqu'elles ne sont plus valorisées. La question n'est pas de savoir si nous pouvons redécouvrir ce qu'ils savaient, mais si nous protégerons suffisamment nos propres innovations pour garantir leur survie après nous. En fin de compte, le mystère de la précision atomique antique n'est pas seulement une énigme pour les archéologues. C'est un miroir dans lequel nous voyons à la fois les sommets de l'ingéniosité humaine et la fragilité du fil qui nous relie à elle. Et peut-être, juste peut-être, est-ce aussi un avertissement. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage extraordinaire à travers l'univers ici, dans Frontiers of Infinity. Si cet aperçu de l'inconnu a éveillé votre curiosité, n'hésitez pas à vous abonner et à nous rejoindre pour percer les mystères les plus sombres de l'espace.